Donc, nous accueillons maintenant Audrey Tanguy. Donc, Audrey Tanguy est maître assistante associée à l'École des mines de Saint-Étienne au sein du département génie de l'environnement et des organisations, rattachée au laboratoire environnement, ville et société UMR 5600. Sa thèse, terminée en 2017, portait sur le développement d'une approche territoriale pour la planification de filières de valorisation des déchets urbains. Sa recherche concerne la régionalisation de méthodes dédiées à la planification et à l'évaluation environnementale, notamment par analyse de cycle de vie, de stratégies d'écologie industrielle et territoriale en France et au Québec. Ses travaux multidisciplinaires l'ont aussi amené à s'intéresser à la dimension multiscalaire du métabolisme territorial sur les filières déchets et énergie. Donc, Audrey, tu as 15 minutes pour présenter et puis ensuite nous passerons à la phase question. On te laisse. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Ok, parfait. Donc, bonjour à tous. Merci Valérie pour l'introduction. Donc, la thématique que je vais vous présenter aujourd'hui porte sur l'une des thématiques principales de recherche que j'ai menée effectivement depuis ma thèse de doctorat au sein de l'École des mines de Saint-Étienne. Vous allez le voir, elle va faire beaucoup écho à la présentation que vous venez de voir, qui a été très intéressante. Mais en fait, moi, mes travaux se focalisent sur plus spécifiquement l'intégration de la dimension spatiale dans la modélisation et l'évaluation des scénarios de transition, et plus particulièrement des scénarios de transition vers une économie circulaire avec la gestion des déchets à une échelle territoriale. Donc, je vais commencer très rapidement par vous présenter en quoi la question spatiale est importante pour comprendre et du coup représenter les mécanismes à l'œuvre dans cette transition vers une économie circulaire. Et je vous présenterai quelques défis méthodologiques que cette question spatiale amène dans les outils de modélisation et d'évaluation et auxquels on a essayé de répondre. Et donc, je vous présenterai quelques réponses méthodologiques qu'on a apportées à ces questions. Et je terminerai donc par les questions de recherche associées à cette thématique. Alors, comme ça a été rappelé tout au long du séminaire, l'économie linéaire telle que nous la connaissons entraîne deux grands enjeux environnementaux, économiques, sociaux, qui sont d'une part l'accroissement des besoins en ressources primaires notamment, et l'accumulation des déchets. Alors, de nombreuses études ont documenté effectivement comment, en fait, en gros, depuis la première révolution industrielle, en fait, on a eu un accroissement des besoins en ressources. Ce qui est en revanche un peu moins documenté, c'est que cet accroissement des besoins en ressources s'est accompagné et a été permis, en fait, par un éloignement des lieux d'extraction par rapport aux lieux de consommation. Si on prend par exemple sur le cas des flux énergétiques pour l'approvisionnement de la France, on voit que la distance moyenne d'approvisionnement a quasiment été multipliée par 20 entre le 19e siècle et aujourd'hui. Et donc ça, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez voir sur cette carte, donc, qui est issue des travaux qu'on a menés avec la ville et le port de Saint-Nazaire, donc sur leur métabolisme énergétique, leur bilan de flux énergétique, et notamment ce que vous pouvez voir dans l'encadré rouge, qui représente l'origine de l'approvisionnement énergétique de la ville et du port. On voit que la part de l'international en bleu est quasiment majoritaire et prépondérant dans le cas de l'énergie primaire, qui représente la dépendance réelle du territoire en ressources. Et donc ça pose plusieurs problèmes, donc évidemment en termes de risques associés à l'approvisionnement dans les années à venir, mais aussi en termes de maîtrise de l'impact environnemental du territoire qui lui échappe quasiment totalement sur la question de l'approvisionnement. Et donc cette question spatiale, elle se retrouve également donc en aval des filières avec le traitement des déchets, puisque en fait, de la même manière qu'un accroissement des ressources s'est accompagné d'un éloignement des lieux d'extraction, l'accumulation des déchets a également favorisé ce qu'on appelle une économie mondiale des déchets,
avec dans certains cas des déchets qui peuvent être exportés à des centaines, voire des milliers de kilomètres de leur lieu de production, et ce qui est supporté par des infrastructures plutôt centralisées, donc bénéficiant de cette économie d'échelle. Alors, la situation n'est pas homogène, hein, ça dépend du type de déchets qu'on considère. On va avoir ceux qui sont exportés vont plutôt être des déchets à haute valeur ajoutée, comme les métaux. On va avoir au contraire donc des déchets plutôt à faible valeur ajoutée, comme les biodéchets, par exemple, qui vont rester dans le giron de la région, de la municipalité. Et donc, dans ce contexte-là, la transition vers une économie circulaire amène à questionner et à modifier cette empreinte spatiale de l'économie linéaire en termes de gestion de ressources et gestion de déchets. Donc, si on prend une partie de la définition de l'économie circulaire donc, au niveau de la réglementation, on voit que l'une des priorités après la réduction à la source de l'utilisation des ressources est de privilégier donc des ressources issues du recyclage ou des sources renouvelables que les acteurs vont, dans un premier temps, regarder ou chercher au niveau local. Et donc, ce qui fait qu'on a, en fait, ce qui est en train de se passer, une reconfiguration spatiale des réseaux où on passe d'un système majoritairement centralisé, reposant sur une économie d'échelle et une externalisation donc, du métabolisme, à une économie donc, plutôt donc, qui va favoriser la décentralisation, les circuits courts et une relocalisation de la gestion et de la production des ressources et du traitement des déchets. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, ce n'est pas non plus blanc et noir, mais par contre, c'est sûr qu'on est amené à reconsidérer en fait, des circuits beaucoup plus courts que ce qu'on connaissait avant. Et donc, ça amène les auteurs qui travaillent plus spécifiquement sur ces réseaux à parler de métabolisme réticulaire, de solutions composites, de services fragmentés pour illustrer en fait, cette reconfiguration spatiale. Alors, qu'est-ce que ça amène comme défi méthodologique sur les modèles? Donc, je vais vous en présenter deux avec donc des exemples de travaux qu'on a menés pour y répondre. Donc, le premier élément, c'est que donc, si on sait qu'une décentralisation est souhaitable et voulue par plusieurs acteurs, comme que ce soit des industriels ou des municipalités, les contours de cette reconfiguration ne sont pas entièrement définis, sachant qu'on est aussi loin d'une opposition binaire entre grandes infrastructures centralisées et petites infrastructures décentralisées, puisqu'en fait, on aura plutôt des solutions ou des systèmes hybrides avec tout un tas de solutions possibles à mettre en œuvre. Et donc, l'idée dans les modèles, c'est de pouvoir représenter cet aspect multi-échelle pour justement apporter des solutions qui soient appropriées au contexte donc, local en termes de gisement, mais aussi en termes politiques. Et donc, une première réponse qu'on a apportée, et donc c'était dans le cadre de ma thèse plus spécifiquement, c'est de développer un modèle de planification spatialisée pour la planification d'une filière de valorisation, avec l'idée derrière en fait que la performance de la filière, donc qui va de la collecte au traitement, aux bénéfices associés à la valorisation, soit rattachée non plus seulement à une technologie ou à un site de traitement, mais en fait à des zones du territoire. Ce qui permet assez facilement de pouvoir identifier des zones où la décentralisation serait souhaitable d'un point de vue économique ou environnemental. Donc ça, c'était le premier défi associé à l'intégration de la dimension spatiale dans les outils. Le deuxième défi, ce qui a été évoqué dans une des questions de la présentation d'avant, c'est associé aux données. Alors, quand je dis données, donc les données que nous, on utilise, par exemple, pour l'évaluation environnementale par analyse de cycle de vie, ça va être, par exemple, la composition moyenne des déchets en entrée, ça va être l'efficience de la technologie, les émissions associées à la technologie. Et donc ça, traditionnellement, ces données sont plutôt génériques et ça convient parfaitement si on a effectivement des infrastructures centralisées ou des filières mondialisées. Par contre,
Dès qu'on commence à avoir des scénarios plutôt plus locaux avec des technologies spécifiques, là, la question de la représentativité spatiale des données va poser question, et pour pouvoir justement distinguer ces différents scénarios. Et donc se pose la question de la régionalisation des études et donc la régionalisation des données, qui amène à réduire l'incertitude associée aux résultats. Et lorsqu'on commence à s'intéresser à ce problème-là, on commence à comprendre que ça va très vite être compliqué. Et donc, il y a un compromis à trouver entre une représentativité suffisante et en fait la facilité de mise en œuvre des méthodes. Et donc, il faut élaborer des méthodes pour prioriser cette collecte et trouver ce compromis. Alors, une des une des solutions possibles, c'est par exemple d'avoir une structure de la caractérisation des données en entrée divisée en plusieurs niveaux, chaque niveau représentant un état de connaissance de la donnée. Donc ici, sur la slide, vous avez par exemple représenté 3 niveaux. Le premier niveau étant une connaissance assez limitée du système, on n'a pas beaucoup d'informations, alors que le niveau 3, c'est plutôt la situation idéale où on a des informations assez précises associées au cas d'étude. Et donc l'idée de ce travail, c'est en fait l'idée de structurer en différents niveaux, c'est de pouvoir trouver le niveau suffisant pour atteindre nos objectifs, donc c'est-à-dire par exemple déterminer les paramètres qu'il faut à tout prix régionaliser parce qu'ils contribuent le plus aux incertitudes, mais sans forcément aller jusqu'au niveau 3 qui reviendrait à régionaliser tous les paramètres, mais sans qu'on ait une réelle plus-value de ces efforts en termes de réduction de l'incertitude. Donc, c'est vraiment de trouver le compromis sur les données, sur la qualité des données. Et donc, je terminerai par cette slide en conclusion sur les questions de recherche auxquelles on s'intéresse aux mines de Saint-Étienne, donc sur la question spatiale. Donc, je vous en ai présenté 2, donc plus un sur des modèles de conception de filière et l'autre sur des modèles d'évaluation. Donc, si je pourrais résumer sur les modèles de conception, en fait, on s'interroge beaucoup sur qu'est-ce que veut dire concrètement local pour un territoire ou même pour un industriel. Donc, il y a plusieurs sites de traitement sur un territoire. Et donc, ce local, c'est quelle est l'approche spatiale, quelle est l'échelle spatiale pour quelle technologie? Est-ce qu'il faut décentraliser tout? A priori, non. Donc, quel est le degré de décentralisation qu'on veut et qui est pertinente pour le territoire? Et enfin, comment en fait replacer le territoire au centre des modèles? Donc, c'est-à-dire plus le considérer comme une variable d'entrée que comme une contrainte en tant que telle. Et enfin, sur les modèles d'évaluation, donc plus sur l'aspect qualité de la donnée. Donc, s'interroger sur le compromis à trouver entre une représentativité spatiale suffisante et une facilité de mise en œuvre. Donc, ça amène à identifier donc, les sources d'incertitude à privilégier pour les données et la granularité optimale pour éviter justement cette surrégionalisation qui demanderait beaucoup d'efforts avec peu de plus-value. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions. Je pense que je suis dans les temps. Oui, c'est parfait, il restait même du temps. Alors, donc, je vais te poser donc une question de Issam Charour qui voudrait savoir quelle est la place de l'approche logistique ou supply chain dans ses recherches. Donc, en fait, nous, on l'a pris en compte, alors plutôt dans l'approche conception de filière. Donc, logistique, en fait, elle est apparue au moment de déterminer quelle était l'empreinte spatiale de sites de traitement. Et donc, on l'a inclus à la fois dans, par exemple, sur le cas d'étude que j'ai présenté ici, sur la collecte et sur le transport, sachant que en fait, les modèles utilisés, donc je n'ai pas précisé, mais c'est des modèles d'optimisation, somme toute, assez classiques, d'optimisation par rapport soit au coût,
soit à l'énergie primaire consommée. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça répond à la question? Alors, j'attends de voir si j'ai une réaction. Donc, on l'a intégré. Oui, merci. Ok, merci Audrey. Moi, j'aurais une question un petit peu d'ouverture. Quelle adaptation du modèle actuel à d'autres typologies de déchets? Quels sont les verrous finalement scientifiques associés à sa transférabilité à d'autres types de déchets? Au niveau de la transférabilité à d'autres types de déchets, je dirais que ce serait de modifier juste les paramètres du système sur le traitement, par exemple, sur des aspects techniques associés au transport. Après, le principe même, par exemple, d'avoir une approche d'évaluation spatialisée peut s'appliquer à n'importe quel type de déchet. Après, il faut l'adapter avec des nouvelles données. Après aussi, donc, par rapport, par exemple, si je compare avec l'approche qui a été présentée avant, donc c'est une approche plutôt stratégique. Donc, dans le sens où, en fait, un des verrous qui pourrait se poser, c'est, pour l'instant, on a une évaluation statique de la situation. Et la question qui pourrait se poser, OK, donc ça, c'est la structure pour l'instant T du système de déchets. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on a d'autres politiques qui se mettent en place, d'autres contraintes réglementaires. Et donc ça, ce serait à intégrer dans l'évaluation. Donc je dirais que voilà, l'un des principaux verrous, ce serait ça. D'accord. J'ai une autre question, toujours du professeur Charroux. Comment intégrer la demande dans cette approche? Ouais, alors ça, c'est une très bonne question et sur lesquelles on est en train de réfléchir. Effectivement, pour l'instant, donc, on a intégré plutôt l'aspect production de déchets dans l'approche. Et là, on est en train d'adapter le modèle pour intégrer donc, le besoin donc, dans les matières valorisées. Et donc, nous, on l'a intégré dans le modèle d'optimisation. En fait, on a associé un besoin à on est en train d'associer un besoin à chaque zone du territoire. Et donc, ce qui va contribuer justement dans le modèle, à savoir si on attribue, combien de matières valorisées on attribue à telle ou telle zone du territoire, ce qui va influencer son potentiel pour un certain type de technologie. Donc oui, ça c'est quelque chose auquel on est en train de réfléchir. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Ok. Merci beaucoup Audrey pour cette présentation. Donc cette présentation était la dernière de la session sur les ressources de ce matin. Donc merci à tous pour votre écoute et pour les questions qui ont été posées.